Bonjour aux collègues francophones pour cette conférence de la BVV. Moi je suis là, donc Karl Lambert, officier au sein de CIAMU Bruxelles. En général vous me voyez en bleu. Aujourd'hui j'ai mis une chemise blanche avec la technologie Green Key. C'est mieux d'avoir du blanche pour avoir un contraste. Ma présentation s'appelle Murphy visite Anderlecht. Donc c'est un clin d'œil vers la loi de Murphy. Vous allez voir que lors de l'intervention que je vais vous décrire, on a eu plein de problèmes, plein de choses qui étaient inattendues. Et pour ça, le clin d'œil vers Murphy. C'est un peu ça. Donc un feu, 11e étage d'un grand bâtiment élevé. La photo que vous voyez ici, le feu est pleinement développé. Ce n'était pas la situation à laquelle les pompiers étaient confrontés lors de leur arrivée sur place. C'est encore différent, mais néanmoins, cette photo vous donne une idée de la situation à laquelle on a dû faire face. Donc, si je t'explique le contenu de la présentation, on va d'abord parler de la localisation de l'incendie, du bâtiment même et de l'envoi de secours. Qu'est-ce qu'on a envoyé sur place. Ensuite, on va voir les choix tactiques. On va voir qu'est-ce qu'ils ont décidé, comment ils l'ont fait. Comme je vous avais déjà dit, il y avait pas mal de problèmes sur place, des choses qui étaient de temps en temps inattendues. On va en parler. Ensuite, il y a des leçons apprises et on va finir par les leçons apprises. Donc, on va débuter par la localisation, le bâtiment et l'envoi de secours. Ah merde, mes pieds dans l'eau, ils sont mouillés, il faut que je me mette ailleurs. Je mettrai ici. Donc ce que vous voyez ici, c'est le bâtiment rectangulaire, relativement grande. Si vous comparez la taille du bâtiment avec la largeur du canal, vous voyez que ce n'est pas un petit bâtiment. Vous aviez déjà vu ça aussi sur la photo. C'est un vieux bâtiment. Le bâtiment a été construit, je pense, dans les années 60 et ça a quelques implications. Donc le bâtiment a été construit avant les réglementations prévention incendie et ça a quand même quelques conséquences. Si à l'heure actuelle on construit un bâtiment élevé, le législateur exige 2 cages escaliers. Et qu'est-ce que nous faisons avec ces 2 cages escaliers? Lors d'un feu bâtiment élevé, l'idée c'est qu'on utilise un cage escalier pour les gens qui descendent, les évacuations, tandis que l'autre cage escalier est utilisé pour l'attaque. Vous savez tous que nous, pompiers, au moment qu'on a notre tenue de feu, notre ARI, on est beaucoup plus large ici que dans la situation normale. La bouteille de notre ARI prend de la place. Imaginez qu'il y a encore des écheveaux au-dessus de notre épaule. On prend beaucoup plus de place. Si par la suite, il faut croiser les gens qui descendent, ce n'est pas si facile que ça. En plus, comme on voit sur la photo, c'était un escalier en colimaçon. Donc, je vais une fois demander de me mettre un peu plus large et de me mettre sur l'escalier. Donc voilà, ici, sur l'escalier, les marches ne sont pas très grandes. Typiquement, dans un escalier en colimaçon, ce n'est pas l'endroit que je vais choisir. Par contre, je vais me mettre ici, où les marches sont beaucoup plus larges. Donc, du coup, tout le monde veut être là, les pompiers, les gens qui descendent. Il y a très peu d'espace pour faire quelque chose. Donc, ça a vraiment généré un problème qui n'a pas de place. Ensuite, dans ce bâtiment, parce qu'il est vieux, il n'y a pas de colonne montante. Donc, il n'y a pas de colonne d'eau dans le bâtiment. C'est quelque chose qu'on attend dans un bâtiment moderne. Je pense que c'est depuis 1972, donc ça fait déjà pas mal de temps, que ce genre d'installation est obligatoire. À la fin, il y avait aussi encore la numérotation des étages qui n'était pas conforme. Tout cela était des problèmes avec les bâtiments qu'on a eu et qu'on a dû gérer. Donc,
Si on regarde ici, il y a le bâtiment ici qui brûlait. Et là, il y avait le poste d'Anderlecht, la caserne d'Anderlecht. Pour ceux qui ne connaissent pas Bruxelles, la caserne d'Anderlecht est un de nos casernes principaux. Il y a 2 autopompes, une échelle, je pense 4 ambulances, un camion-citerne. Il y a pas mal de gens là-dedans, je pense 24, 26. Ça, c'est l'équipage d'Anderlecht en régime normal. Donc, qu'est-ce qu'on a envoyé comme secours? Ce qui était aussi Murphy qui passait, il y avait déjà une intervention pour l'échelle sur le secteur d'Anderlecht. Du coup, il n'y avait plus d'échelle disponible et Anderlecht ne pouvait qu'envoyer une simple autopompe. C'est un peu light pour un feu bâtiment levé de cette ampleur. Là où à Bruxelles on a de la chance, l'hôpital militaire envoie un SMUR sur place. Donc c'est un SMUR normalement avec des médecins militaires, des gens qui sont un peu plus habitués de gérer des brûlures. Donc ces gens-là, ils ont déjà sauvé pas mal de vies à Bruxelles et c'est un luxe qu'on a à Bruxelles. Ensuite, l'état-major, la caserne héliport, a envoyé les restants de l'envoi de secours. Ils ont envoyé 2 autopompes, 2 échelles, 2 véhicules de commandement et une ambulance. Normalement, ils auraient envoyé que 2 autopompes, une échelle et un officier. Parce que l'échelle Anderlecht n'était pas disponible, ils ont envoyé la 2e échelle depuis de l'héliport. Moi, j'étais officier de garde ce jour-là, c'était pas à mon tour de sortir. Mais néanmoins, en entendant les appels, les messages, c'était clair que c'était une situation qui est quand même sévère. Et il y a eu une très courte conversation entre moi-même et l'officier qui se rendait sur place en premier. Et j'ai décidé d'y aller aussi. Et donc, on est parti à 2 officiers. Donc, tout ce qu'on voit, c'est dirigé vers Anderlecht. C'est déjà rare que ça se fait comme ça, avec tellement beaucoup de véhicules. Donc, au moment que la première pompe, celle d'Anderlecht, arrive sur place, elle constate qu'il y a un incendie au 11e étage. Comme je vous ai déjà dit, l'incendie n'était pas pleinement développé à ce moment-là. Lors de leur arrivée sur place, lors de leur reconnaissance, il y a une fenêtre qui brise. Et des parties de vitres tombent de 11 étages et descendent juste à côté des pompiers qui sont en train d'intervenir. Donc ça, en soit, c'est déjà un risque. Feu bâtiment levé, ça veut dire que des débris peuvent tomber de relativement haut, donc avoir un impact relativement grand lors d'un feu bâtiment levé. Ensuite, la fenêtre qui est brisée, ça crée un très grand trou. Ça veut dire plein de ventilation qui s'ajoute et le feu est devenu pleinement développé. Et les pompiers en bas ont su constater cela. En soit, c'est quelque chose qu'on sait. Dans les cours, en théorie, on parle de 2 à 4 minutes pour avoir un flashover depuis le début de l'incendie. Ici, on avait une situation où la caserne d'Anderlecht était très proche de l'incendie, quoi. Donc, ils étaient très vite sur place et ils ont été plus ou moins dans ce délai. Ils ont constaté que le feu n'était pas encore pleinement développé lors de leur arrivée, mais peu après, il l'est devenu. Le sous-officier d'Anderlecht, c'est l'adjudant Schmidt, qui est un de nos meilleurs sous-officiers. À ce moment-là, il a décidé de demander une pompe en renfort, une pompe supplémentaire. Dans sa tête, c'était la 3e. Il ne savait pas que l'héliport avait déjà envoyé une 3e autopompe. Mais suite à sa demande, le dispatching a envoyé une 4e autopompe. Et c'était très bien parce qu'il y avait besoin d'autant de moyens. À Bruxelles, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Souvent, ce ne sont pas les sous-officiers, mais c'est l'officier qui monte en puissance, qui demande des moyens en plus. Et il y a une erreur là-dedans. Si vous êtes sous-officier et vous arrivez sur place, vous êtes le premier sur place et vous savez, par exemple, quand à Bruxelles, un incendie standard, 2 autopompes sont envoyées. Mais si vous savez que lors de votre arrivée, ici, ça ne va pas se faire avec que 2 autopompes, il en faut une 3e, voire une 4e. Ce n'est pas très malin d'attendre l'arrivée de l'officier qui n'est pas encore au courant, qui n'a pas encore cette image pour monter en puissance. C'est mieux que le sous-officier le fasse. Comme ça, il y a un gain de temps
et on sera beaucoup plus capable à gérer la situation. Donc maintenant, on a discuté où était l'incendie, comment était le bâtiment, les problèmes qui allaient avec et quelle était leur voie de secours. Maintenant, on va passer aux deuxième étape, on va regarder aux tactiques. On va voir qu'est-ce qui s'est fait au niveau tactique et pourquoi. On va voir qu'il y a plein de tactiques, il y a toute une grande série de tactiques qui a été utilisée, c'est vraiment énorme. L'attaque par l'intérieur, ensuite la colonne montante mobile, ensuite l'évacuation, la recherche et sauvetage, transition attack, la colonne mobile via l'échelle et ensuite encore la ventilation. C'est toute une série de tactiques dont les trois autres par la pompe Anderlecht. C'est un peu beaucoup, comment ça se fait, pourquoi, tout ça on va voir lors de cette partie. Donc la pompe Anderlecht arrive sur place, ici un close-up de l'incendie. Il faut comprendre que cette photo-là, cette image-là, c'est pas ça l'idée qu'ils ont de l'incendie, quoi. Eux, ils sont en bas, 11 étages en dessous, ils regardent vers le haut, ils ne peuvent pas avoir l'image que nous avons maintenant. Mais donc le feu était relativement intense, pleinement développé, donc on parle de 800, 1000 degrés à l'intérieur de la chambre à coucher, c'était une chambre à coucher, et les flammes, ils lèchent à la façade, donc ça veut dire que les fenêtres du 12e étage, il y a encore un étage au-dessus, ça risque de briser et alors le feu risque de se propager vers le 12e étage. Maintenant, la pompe Anderlecht est arrivée sans échelle. Ça limite leurs possibilités. Du coup, ils doivent choisir pour une attaque par l'intérieur. Donc le chef, l'adjudant Schmidt, il s'est dit, écoute, une attaque par l'intérieur, on va se connecter sur la colonne humide, la colonne montante, au 10e étage et ensuite on va attaquer. Typiquement, alors, à l'intérieur, on va vite chercher où se trouve la colonne montante. La colonne montante, en général, ça monte verticalement. Si je la trouve ici, au rez-de-chaussée, je la trouverai aussi à l'étage de l'incendie, quoi. Mais en cherchant cette colonne montante, il ne la trouvait pas. Il réalisait, merde, c'est un vieux bâtiment, il n'y a pas de colonne montante ici. Donc il a dû basculer vers la tactique colonne montante mobile. Donc ils ont retardé leur attaque par l'intérieur et ils ont commencé à établir une colonne montante mobile. Donc typiquement, ça se fait avec des cassettes et 70. Dans ce cage à escalier en colimaçon, ils montent les étages avec leurs cassettes et petit à petit, ils installent leur colonne montante. Typiquement, à Bruxelles, chaque pompier il a sa cordelette personnelle et vous voyez ici qu'une de ces cordelettes a été utilisée pour fixer cette colonne montante pour éviter que cette ligne de 70 descende. Pendant qu'il faisait cela, il montait aux étages, il constatait qu'il y avait des gens qui descendaient, entre eux des gens qui étaient mobiles, en bonne santé, mais aussi des gens âgés qui étaient en train de tousser, et aussi il rencontrait de la fumée qui descendait. Donc du coup, ils devaient arrêter leur essai d'établir une colonne montante mobile pour assister tous ces gens. Comme vous voyez sur la photo, il y a des gens qui devaient même être portés. Au total, le médecin de l'hôpital militaire, il a vu 5 patients qui avaient besoin d'être traités sur place, qui étaient intoxiqués de la fumée. Donc les pompiers ont dû assister, ils ont dû monter, descendre pour aider les gens. Certains gens, ils ont ouvert les portes, ils les ont mis à l'abri à l'étage. Mais tout cela, ça demande un certain temps. Ça retarde l'attaque par l'intérieur, ça retarde l'établissement de la colonne montante mobile. Aussi, comme effet de côté, monter, descendre, aller sur le couloir, de nouveau dans la cage d'escalier, monter, descendre. Ils étaient plus sûrs à quel étage ils étaient. Ensuite,
les renforts de la caserne état-major arrivent sur place et la pompe de l'état-major a reçu comme mission de monter à l'11e, 12e étage pour voir y a-t-il des sauvetages, y a-t-il des gens sur ces étages qui sont coincés, qui sont peut-être dans des appartements enfumés, qui ont besoin d'être sauvés. Donc ces équipes ont monté et se sont retrouvées coincées dans la cage d'escalier à colimaçon. Donc la première pompe sur place a perdu du temps parce qu'ils ont dû chercher la colonne montante. Ils ne l'ont pas trouvée. Ensuite, ils ont switché vers la tactique colonne mobile. Ensuite, ils ont trouvé pas mal d'habitants qui avaient besoin d'assistance. Donc tout cela a pris du temps. Et eux, ils sont à ce moment-là en train d'établir leur colonne montante. Ils sont en train de monter vers l'étage de l'incendie. Et les équipes de l'héliport, de la caserne état-major, se retrouvent derrière eux. Ils sont coincés en fait. Parce que l'escalier en colimaçon est tellement étroit. Ils ne savent pas croiser ni passer. C'est un peu chiant, quoi. Ils vont finir par faire l'attaque par l'intérieur. Ça c'est un de trop. Si on regarde l'attaque par l'intérieur, donc les gars, ils ont dû monter et descendre, ils ne savent pas très bien où ils sont, donc il y a une désorientation. Ils pensent en fait qu'ils sont à l'étage en dessous de l'incendie, et ils l'étaient à l'étage de l'incendie même. Ce qui n'était pas clair pour l'équipe d'Anderlecht qui a monté, descendu, qui a fait les évacuations, mais c'était clair pour les équipes de l'héliport. Et ce qu'il y a aussi, il y avait plein de fumée, donc ils ne voyaient plus rien à cet endroit-là. Donc l'idée, c'était de monter la tridivision, la pièce tridivision de la colonne montante jusqu'à N-1. Dans ce cas ici, c'est le 10e étage. Mais le 10e étage était en fumée. Et en plus, ils n'étaient pas au 10e, ils étaient en fait au 11e. Donc, ça génère encore un retard. Et entre-temps, ce feu, il rage, quoi. Donc, merde, je suis avec mes pieds dans les flammes, je vais une fois aller dans le living. Donc là, il y a le feu, pleinement développé. Les flammes sortent à travers la façade, mais les flammes sortent aussi à travers cette porte vers le living. Ici, par contre, on a la porte de l'escalier vers le sas, et derrière cette porte, il y avait l'équipe d'Anderlecht, et derrière eux, il y avait les gars de l'héliport qui voudraient faire la recherche et sauvetage. Et à ce moment-là, on s'inquiète, quoi. On se demande, est-ce que le living, où on est, est-ce que le living va commencer à brûler aussi? Est-ce qu'on aura un deuxième flashover? Est-ce que le feu va se propager? On ne sait pas très bien. Ça pose un solide problème parce qu'à ce moment-là, les gars qui sont dans la cage d'escalier en colimaçon, ils n'ont toujours pas de l'eau. Ils ne savent pas encore faire quelque chose. Alors, c'est l'échelle qui nous a sauvés. Si vous voyez cette photo ici, ce photo il donne un peu une mauvaise vue, mais en réalité, l'échelle était 5-6 mètres en dessous de l'étage en feu. Donc eux, avec une lance 45, ils ont fait une attaque par l'extérieur, comme partie de transition attack, où on combine l'attaque par l'extérieur avec l'attaque par l'intérieur. Et ici, vous voyez déjà que le feu est coupé. Le feu n'est plus pleinement développé. Ils ont donné dedans. Ceci a été fait très bien. Il y a eu une coordination entre l'officier à l'extérieur et l'officier à l'intérieur pour savoir est-ce qu'on sait faire ça. Ça part un peu de l'idée qu'on pourrait produire du vapeur, tellement de vapeur qui va ensuite se diriger vers les équipes qui sont à l'intérieur et les mettre en danger. Depuis quelque temps, on sait que ce n'est pas vraiment un risque à condition que l'attaque par l'extérieur est bien faite. Donc, ce qui est la notion hyper importante, c'est qu'on donne de l'eau jusqu'au moment que les flammes disparaissent. Au moment que les flammes disparaissent, il faut refermer la vanne de la lance.
Typiquement, on parle de 10, 15, 20 secondes. Ça, c'est un peu l'ordre de grandeur pour donner de l'eau. Lors de cet incendie, l'échelle a fait ça 5 fois. 5 fois, ils ont lancé une attaque par l'extérieur pour couper le feu et tenir le contrôle. Donc, l'échelle est là pour créer de la sécurité. C'était un peu une situation anorthodoxe. Après la première attaque par l'extérieur, on a su franchir la porte de l'appartement, on est entré. À ce moment-là, il n'y avait pas d'eau. Le feu dans la chambre à coucher, dans le coin ici que vous aviez vu, le feu était coupé, le feu n'était plus pleinement développé, mais il y avait quand même encore des flammes de 1,5 mètre d'auteur, donc il y avait encore un incendie assez violent dans cette pièce, mais le restant de l'appartement n'était pas en feu. Ça avait cramé un tout petit peu, mais avec l'attaque par l'extérieur, le vapeur avait fait son travail. On n'avait que des flammes dans la première pièce en feu, et on réalisait qu'on avait des pompiers dans l'appartement, sans eau. On avait plusieurs pompiers dans la cage d'escalier en colimaçon. Si le feu reprend, il va passer vers flashover. On attend que ça se fait dans les 2 à 4 minutes. S'il y a un flashover, on a maintenant un feu pleinement développé dans la chambre à coucher, sachant qu'il y a des pompiers à côté dans le living. Ça, en soi, est un très grand risque. C'est pour ça que l'échelle a fait jusqu'à 5 attaques par l'extérieur pour à chaque fois couper le feu. Chaque fois le feu allait vers pleinement développé, l'échelle faisait son attaque, 10-15 secondes, pour couper le feu et tenir la situation sécuritaire. C'était un peu spécial, mais c'était une bonne méthode pour gérer la situation telle qu'elle était. Donc, une autre option que l'officier en bas a installée, il réalisait que l'installation d'une colonne montante mobile n'était pas très facile. En plus de cela, au moment que la colonne montante s'installe, au moment qu'elle est prête, au moment qu'on met la ligne sous pression, au rez-de-chaussée, il y a une ligne de 70, une coupe de 70 qui a pété. Du coup, notre ligne était de nouveau foutue, il fallait remplacer cette pièce. D'abord, il faut enlever toute l'eau qui est dedans. À nouveau, Murphy qui passe des problèmes inattendus, on perd du temps. Donc, en parallèle avec le montage d'une colonne montante mobile, il a demandé à la deuxième échelle qui se trouvait en façade Charlie, en arrière-bâtiment, de monter une colonne montante sur l'échelle et d'entrer au 9e avec l'idée que dès que c'est prêt, on peut prendre de l'eau depuis le 9e, monter 2 étages dans la cage d'escalier et attaquer au 11e étage. En soi, c'est une très bonne option, mais on ne l'a pas utilisée car au moment que c'était plus ou moins prêt, la ligne par l'intérieur était finalisée et a su faire l'attaque à l'intérieur et commencer à faire les déblais. Il reste une pompe qui s'est occupée de la ventilation. Donc, souvenez-vous, dans la cage d'escalier, il y a pas mal de fumée, il y a visibilité réduite. Donc, une troisième autopompe a monté vers le toit. Et là, il y avait des locaux techniques, ils ont ouvert des fenêtres. Du coup, on a une exutoire sur le toit. Ils ont démarré un ventilateur à pression positive et ça a vidé la cage d'escalier. Donc, quelques minutes après, dans la cage d'escalier, il y avait à nouveau une visibilité qui permettait de travailler beaucoup mieux. Ce qui a aidé vachement bien, c'est le placement d'un stoppeur de fumée. Donc, un stoppeur de fumée, c'est un outil qui est de plus en plus dans les mœurs chez les pompiers en Belgique. C'est un outil qui est relativement récent et c'est une sorte d'outil qu'on met dans la porte comme vous le voyez ici. Vous voyez que c'est sas, il y a eu beaucoup de fumée. Dès que le stoppeur de fumée est là, la quantité de fumée qui quitte l'appartement en feu devient négligeable. Donc il n'y a plus de fumée supplémentaire qui rentre
et la combinaison d'un stoppeur de fumée avec un exutoire, un trou quelque part en haut, avec un ventilateur à pression positive, c'est très très puissant. C'est une combinaison très forte pour enlever toute la fumée et créer de la visibilité, mais aussi pour rendre ces cages escaliers utiles pour évacuer des gens s'il le faut. Donc Michael Reich, celui qui a inventé le stoppeur de fumée, un tout grand merci. Donc, deuxième partie de cette présentation, c'était les différentes tactiques qu'on a eues et aussi les raisons pourquoi on a eu cette évolution et qu'on a fait ces choix. La troisième partie de la présentation, c'est un peu focalisé sur les problèmes qu'on a eus. On en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs problèmes, certains plus ou moins inattendus. Donc, les équipes sont confrontées à un feu qui devient pleinement développé au 11e étage dans un vieux bâtiment. Et je répète qu'une cage escalier, un cage escalier en colimaçon, pas de colonne montante et ensuite encore des problèmes avec la numérotation. Ça, c'est un peu des problèmes liés à la situation. Les pompiers n'y peuvent rien, mais on est confronté à cette situation. Ensuite, on avait malchance, l'échelle d'Anderlecht n'était pas disponible. Ce qu'il y avait aussi, c'est l'effet cheminée à l'envers. C'est très rare. Je vais en parler un peu plus tard. Il y a plusieurs habitants qui commencent à évacuer et ça prend du temps parce qu'ils ont besoin d'être soutenus, d'être aidés. Et à la fin, il y avait aussi trop de communication sur la radio. Donc, on a parlé de la numérotation. Donc, quand vous regardez ici, vous voyez le petit numéro là qui est à peine lisible. Quand je me mets un peu de côté, un close-up, vous voyez le numéro sur la porte, c'est le numéro 9, ça indique que c'est le 9e étage. Ce n'est pas le standard en Belgique. On est habitué à avoir des carrés en verre avec des lettres blanches qui indiquent les étages. Plus ou moins, je ne sais pas, 7 sur 7 cm, 10 sur 10 cm, peut-être rétro-réflectant. C'est une très bonne méthode pour voir immédiatement sur quel étage on se trouve. Ce n'était pas le cas ici, c'était des petits numéros, ajoute encore un peu de fumée et c'est normal que les équipes ils ont des problèmes à s'orienter au niveau où on se trouve dans la cage escalier et ça a amené des pertes de temps. Ensuite, l'effet cheminée à l'envers. Oui, je vais devenir un peu plus grand afin que je puisse me promener dans ce bâtiment. Donc, l'effet cheminée à l'envers, c'est un peu le principe d'une montgolfière. Une montgolfière fonctionne parce que la fumée chaude monte. Et c'est ça qu'on voit ici dans ce bâtiment. Donc, on a ici peut-être la cage escalier, l'ascenseur et tous les gaz vont monter, par exemple l'air. L'idée c'est que c'est plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur et les gaz chauds montent et alors on crée un cycle. La cage escalier, la cage ascenseur, les gaines sont utilisées pour monter. Quand quelque chose monte, ça disparaît, il faut qu'il y ait quelque chose qui la remplace et donc il y a un flux vers ces gaines. Dans un bâtiment classique, la plupart du temps, l'air monte dans les gaines, dans la cage escalier, et ça sort au-dessus et ça rentre dans ces gaines en bas. Ça c'est le flux classique. Maintenant, il faut comprendre que ça joue un rôle aussi quand il y a le feu. Quand il y a le feu, par exemple, à cet étage ici, s'il y a le feu, les fumées vont sortir dans la cage escalier et ils vont monter. Le flux naturel va les amener et va les monter. Les fumées, ils veulent monter car ils sont chaudes et ensuite le flux naturel va les monter encore plus. Ce qui est génial car tout le monde qui se trouve en dessous de l'incendie est en sécurité. Maintenant, regardons une fois l'effet cheminée à l'envers. L'effet cheminée à l'envers, c'est l'inverse. Donc, si on regarde la cage escalier ici,
on voit que le flux descend et que en haut, ça évolue vers la cage d'escalier et en bas, vers les appartements. C'est l'effet à l'envers. Pourquoi est-ce important? Il y a d'autres choses qui se passent quand il y a le feu, quoi. Donc, posez-vous la question, quelles sont maintenant les conséquences d'un effet cheminée à l'envers? Donc, il y a eu plusieurs problèmes. Par exemple, pour l'évacuation. S'il y a l'évacuation avec notre effet cheminée à l'envers, vous pouvez comprendre que les fumées ils vont descendre dans la cage d'escalier vers le bas. Donc, soudainement, il y a de la fumée en dessous de l'incendie, ce qui gêne les gens qui veulent évacuer. Surtout les personnes âgées qui sont un peu moins mobiles, ils vont commencer à tousser, ils auront besoin de l'assistance. Et à cet incendie ici, les pompiers d'Anderlecht se sont occupés à aider les gens et ça a pris pas mal de temps. Des pompiers d'Anderlecht ils témoignaient que les fumées descendaient tellement vite qu'ils descendaient plus vite que les gens à mobilité réduite. Ceux-là, ils étaient rattrapés par la fumée, donc c'était vraiment un challenge, quoi. Et lors de l'incendie, à un certain moment, on voyait même de la fumée qui sortait du rez-de-chaussée. Donc pour l'attaque, ça posait aussi problème. Donc quand vous voyez cette photo, vous voyez qu'il y a pas mal de fumée, pas énormément, il y a encore une visibilité, mais il faut mettre l'aérie. On a dû mettre l'aérie à partir du 6e étage. Donc ça veut dire que l'incendie, avec l'effet cheminée à l'envers, ça a descendu les fumées des 5 étages. Ici, c'est encore pas très dense, mais à l'étage de l'incendie même et l'étage en dessous, il y avait tellement de fumée qu'il y avait une visibilité réduite, ça générait une désorientation et ça retardait l'intervention, quoi. Donc, maintenant, on peut se poser la question, d'où vient cet effet cheminée à l'envers? C'est un vieux bâtiment, ça fait 16 ans que je suis pompier à Bruxelles et c'est rare que j'ai eu ça. En fait, c'est la deuxième fois que j'ai eu l'effet cheminée à l'envers. Et normalement, l'effet cheminée à l'envers, ça se fait avec des bâtiments air conditionnés. Il faut comprendre que l'effet cheminée, ça joue et deux facteurs qui sont importants, c'est la taille, la hauteur du bâtiment. Le plus haut que c'est, le plus important, l'effet cheminée. Et un autre facteur, c'est la différence de température entre la température extérieure et intérieure. La plus grande la différence, le plus puissant l'effet sera. Pour l'effet cheminée à l'envers, c'est la même chose, mais là, on compte sur le fait que la température en intérieur est plus froide que la température à l'extérieur. Et en général, on a ça dans les bâtiments air conditionnés. Ceci, c'était un bâtiment des années 60. Ce n'est pas air conditionné. Comment ça se fait qu'il y a tellement d'effets cheminée à l'envers? Donc, qu'est-ce qui cause maintenant cet effet cheminée à l'envers? La réponse est un peu dans la canicule et le changement climatique. Il y aura de plus en plus des journées très chaudes. Et lors des journées très chaudes, il fait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et alors, l'effet cheminée à l'envers s'installe. Ce qui est aussi important pour nous, c'est que ça va aussi mener à beaucoup plus de heat stress, donc un coup de chaleur chez les pompiers. Et ça, en soi, est un risque. Encore un des problèmes qu'on a eu, c'est qu'il y avait vachement trop de communication pour un groupe de travail. Donc, plein de gens qui voulaient communiquer, des pompiers, des sous-officiers, les officiers entre eux, et ça ne marchait pas. Trop de communication. Et la conséquence était que le commandement n'était pas top non plus. Vu que les deux officiers avaient dur à communiquer entre eux, là, il y avait aussi moyen d'améliorer. Donc, maintenant, dans cette troisième partie, on a discuté les différents problèmes. On a touché brièvement les problèmes qu'on a eus. Maintenant, on va voir les leçons qu'on a appris. Qu'est-ce qu'on a appris de cet incendie? Donc,
une des choses, c'est la colonne montante mobile. Donc, c'est une procédure qu'on a. Ça marche relativement bien à condition qu'on est en dehors de la fumée, à condition qu'il y a une certaine visibilité. Pour connecter des raccords en zéro visibilité, c'est quand même pas si facile que ça. Donc ici, ça a joué un rôle parce que les fumées étaient vachement plus bas comparé à ce qu'on attendait. Et ça a amené à une certaine désorientation. Donc, une des choses qu'on en déduit, c'est la colonne montante mobile est une mission. Et une mission, une autopompe. L'attaque par l'intérieur, c'est une autre mission. Idéalitaire, ça se fait par deux autopompes différentes. Ce n'est pas toujours possible. Par exemple, dans une situation où les deux pompes, il y a par exemple 10-15 minutes entre l'arrivée des deux autopompes. Et là, les deux tâches doivent être faites consécutivement. Mais si possible, c'est peut-être une bonne idée de les splitter. Comme dans le foot, il y a un qui fait le passe et l'autre qui marque le goal. C'est plus puissant que laisser quelqu'un faire tout seul. Ensuite, il y a l'utilisation de la caméra thermique. Donc, quand on est en zéro visibilité, c'est très difficile de déterminer est-ce qu'on est à l'étage du feu ou pas. Si on ouvre la porte et on voit dans la caméra les courants, si les fumées arrivent vers la cage d'escalier, c'est fort probable qu'on est à l'étage de l'incendie. Une autre leçon qu'on a appris, c'est qu'il faut plusieurs groupes de travail. Il faut au moins un groupe de travail pour l'équipe d'attaque. Eux, ils ont un rôle très important. Ensuite, les officiers ont aussi besoin d'un groupe de travail pour savoir gérer l'intervention, pour être sûr que cette communication passe. Et dans le cas où il y a beaucoup de sauvetage à faire, où il y a beaucoup de gens qui ont besoin de l'assistance, il faudrait peut-être aussi encore un troisième groupe de travail pour les équipes qui font la recherche et sauvetage. Ensuite, il y a ICS, Incident Command System. Là aussi, il y a quelques principes qu'on doit implémenter. Si une équipe reçoit une tâche, c'est important qu'ils cherchent leur officier pour lui dire la tâche a été effectuée, c'est complet, quelle est la suivante. C'est important d'avoir ce feedback. Ça nécessite un poste de commandement au CPO et là, ce serait intéressant que l'officier ait un soutien et un tableau blanc que son assistant puisse noter et faire un sketch de la situation pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Donc, il y avait pas mal de leçons apprises. Maintenant, il y avait un de nos adjudants, l'adjudant Vancard de l'héliport, qui disait aussi, écoute, c'est aussi important de regarder vers le passé. Si on regarde vers le passé, on voit d'ici il y a 5 ans, le transitional attack, la combinaison d'une attaque par l'extérieur et une attaque par l'intérieur, ça ne se faisait pas à Bruxelles. Donc, le tactique qui a joué un rôle principal lors de cette intervention, on ne l'avait pas il y a 5 ans. Donc ça, c'est un grand pas vers l'avant. Même topo pour la colonne montante mobile, c'est aussi quelque chose qu'on n'avait pas. On n'avait pas une telle procédure. On aurait dû improviser. Et ensuite, il y avait aussi un travail d'équipe. Les 4 pompes de deux postes différentes qui ont dû travailler en collaboration dans des circonstances très difficiles. Ça s'est très bien passé. La façon dont les différentes équipes travaillent ensemble, ça s'est aussi amélioré. Donc, disait l'adjudant Vancard, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes, c'est vrai qu'on peut encore améliorer les choses, mais on l'a fait déjà dans le passé. On a fait beaucoup d'améliorations. Et ça aussi, ça montre qu'on est parti pour une bonne histoire. Il faut juste continuer à être critique, à trouver des choses qu'on sait faire un tout petit peu mieux pour continuer à améliorer. Avec ça, on est arrivé à la fin de cette présentation. Et donc, si on regarde quelles sont les leçons à apprendre les plus importantes, c'est qu'il y a la colonne montante mobile. Ça devrait se faire sans fumée et de préférence pas par l'équipe qui va faire l'attaque. Oui. Donc, la colonne montante mobile, c'est la première leçon. Ensuite, il y a la caméra thermique.
la caméra thermique qui peut être un très bon outil. Il y a le Instant Command System où il y a les tâches et un feedback vers les officiers qui ont donné les tâches est important. Et à la communication, on retient qu'il faut 2 groupes de travail, voire 3 pour une intervention pareille. Voilà ma présentation. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Je vous souhaite encore une bonne conférence. Amai. Steven is gauw, hè? Amai, ça va mijn rug? Oh, Kijk, goed. ah ja. Hey. Hey. Hoe was het? Goed, leuk. Vind je het nog leuk hier? Wij wel. Wij zijn fysiek, hè? Dezelfde bubbel, hè? Dat mag. Ja, dat mag. Amai, goed. Het is nog niet gedaan, hè? Nee. Je kunt nog een workshop volgen. En nog En leveren en punten scoren. Ja. Zeg, dan, normaal is het nu een moment dat ik dan... mondbademing geef. Oké, dan denk ik dat ik wel heel even een koffietje ga drinken. Ja, maar ik... Nee. Ik ga... Nee, kom maar.